L'empire de Songhai était initialement un petit royaume étendu le long du fleuve Niger. Ses origines remontent au 7e siècle, connu sous le nom du royaume de Gao, devenu vassal de l'empire du Ghana et ensuite du Mali. De royaume, il se transforme en empire à partir du 15e siècle et perdurera jusqu'à la fin du 16e siècle. Songhai est le plus grand empire que la région ouest africaine ait connu. Sa grande réputation économique et son rayonnement en Afrique noire provoquèrent la jalousie et la convoitise du sultan du Maroc. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'empire Songhai, de ses rois et de son déclin. N'oubliez pas de vous abonner, laisser un pouce bleu et activer la cloche de notification afin d'être informé de la sortie d'une nouvelle vidéo. Après le Ghana et le Mali, Songhai fut le dernier grand empire de l'Afrique soudano-sahélienne. Son espace géographique était compris entre les régions actuelles de la Mauritanie au nord jusqu'au Bénin au sud. À l'est, l'empire s'étendait jusqu'à la frontière de l'actuelle Algérie et à l'ouest, il touchait l'Atlantique. Les pays de l'Afrique de l'Ouest, suivant le Niger, le Nigeria, la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Bénin, la Guinée-Bissau, le Sénégal et la Gambie faisaient tous partie de l'ancien empire du Songhai entre le 15e et 16e siècle. Bien que tirant son nom du peuple Songhai, l'empire Songhai, à la différence du Ghana et du Mali, était multitechnique dans son organisation. Les origines du Songhai. Songhai a commencé comme une ville commerçante appelée Gao sur le côté est du fleuve Niger. Gao, que les géographes arabes appelaient Gao, serait contemporain du Ghana. Les sources arabes ne sont cependant pas très précises sur le nom de la ville. Selon Al-Bakri, la ville était située sur les bords d'un fleuve. Al-Idrissi distingue quant à lui la ville de Ruga, bien peuplée, entourée des murs sur la rive nord à 20 jours de marche de Gao. Même si les auteurs ne sont pas unanimes, ce qui est important de retenir, c'est l'existence de la ville ancienne de Gao et de la ville de Koukia. Gao finit par devenir un royaume contrôlé par les Songhai, un peuple qui a des similitudes culturelles avec les peuples mandés du Ghana et du Mali, mais qui parlent une langue différente. Au début du XIVe siècle, le Gao a été conquis par le Mali et ajouté à ses territoires. Selon Sekene Modi Sissoko, un des spécialistes de l'empire Songhai, et dont les travaux ont été très importants dans la compréhension de cet empire au niveau politique, économique, social et religieux, c'est vers 1275, ou plus sûrement entre 1285 et 1305, que les armées du Mali auraient conquis le royaume de Gao. Sous la direction des gouverneurs, Gao devient une grande place commerciale et une des villes les plus belles du Soudan. Environ une génération plus tard, l'influence de l'empire du Mali avait commencé à décliner et dans les années 1430, Gao avait retrouvé son indépendance avec la chute de l'empire du Mali et la montée de l'empire du Songhai. Les populations d'une grande partie de l'ancien empire étaient devenues des sujets du Songhai. Les populations de l'empire Songhai comprenaient également de nombreux groupes culturels qui avaient vécu à l'est du Mali et dont les descendants vivent aujourd'hui dans les pays du Burkina Faso, du Bénin et du Niger. Soni Alibert ou Soni le Grand. Les opinions divergent quant au vrai fondateur du Songhai. Certaines sources mentionnent un nommé Aliman Dia qui aurait conquis les populations vivant près du fleuve Niger, dans le Mali moderne, et établi la dynastie Dia. Au XIIIe siècle, Ali Colonne, fondateur de la dynastie Soni, prit le titre de Si pour se démarquer de la dynastie des Dia. Mais cette séparation fut de courte durée en raison du rétablissement de l'hégémonie des Maliens sur le Songhai. Plus de 24 clans faisaient partie des Songhai et ont joué un rôle essentiel dans le champ d'action de la monarchie Songhai. Lorsque Si Suleiman Dama mourut en 1463, Ali Berry, dont la date de naissance n'est pas connue, devint le nouveau Si de Gao et de ses terres environnantes. Une fois sur le trône du petit royaume de Gao, chez les Songhai, établi sur le Niger en aval de Tombouctou, Soni Alibert constitua une cavalerie et une flotte de 400 bateaux, puis se lança à l'assaut de Tombouctou dont il s'empara en 1468. Surnommé Ali le Grand, il favorisa le commerce. Il créa une administration centralisée et il prit l'habitude de rédiger des actes officiels. Soni Alibert changea la destinée du royaume de Gao. Il abandonna la politique de razzia de ses prédécesseurs pour une conquête territoriale. Il eut pour cela une armée aguerrie et bien structurée, commandée par des chefs de valeur. Après avoir conquis de nombreux chefs et rois voisins, il prit le contrôle de leur territoire et établit l'empire Songhai. Soni Ali acquit dans l'esprit des contemporains une réputation d'invincible et incarnait le génie de la guerre. Son peuple lui attribua le tir de Dali. Comme ses prédécesseurs, Soni Ali
fut attiré par la région de l'Ouest, par les villes nigérianes et par le delta central du Niger. Étape par étape, il conquit Djenné, une partie du Massina et surtout Tombouctou. Il attaqua les Touaregs et les refoula dans le Nord Sahel. Vers le sud, il mena plusieurs expéditions contre les Dogon, les Mossi et les Bariba. En 1483, Soni Ali rejoignit et bâtit près de Djenné le roi Mossi Masser Ier. Ensuite, il mit fin aux menaces d'incursion Mossi dans la vallée du Niger. En 1492, date de sa mort, Sani Alibert laissa un vaste empire que ses successeurs allaient étendre davantage au Soudan occidental. À la mort de Soni Alibert, sa succession se disputa entre son fils Soni Barou et un de ses généraux et gouverneurs de la ville de Hombori, Mohamed Touré, originaire du Fouta Toro, dans la moyenne vallée du fleuve Sénégal. D'origine soninké du Fouta Toro, Mohamed Touré comptait de nombreux soutiens parmi la population musulmane pratiquante. Une partie théologique dirigée par Homborilois se révolta contre le nouveau Soni et le vainquit dans la région de Gao. Mohamed Touré s'empara du trône du Songhai et prit le nom d'Askia, qui devint le nouveau titre des empereurs du Songhai. Il fonda une dynastie musulmane et un état théocratique, ce qui devait relancer l'islamisation de la région, trop lente à leurs yeux. Songhai, qui avait déjà intégré dans son territoire la ville de Mema, une des capitales de l'ancien empire du Ghana, de Tombouctou, ou encore de Djenné, eut sous le règne d'Askia Mohamed la totalité du royaume Peul du Massina, dans le centre du Mali, avant de reprendre tout le territoire de l'ancien empire du Mali. L'apogée du Songhai sous Askia Mohamed. Fervent musulman, Askia Mohamed accomplit un pèlerinage à la Mecque entre 1496 et 1497. Par conviction religieuse ou par stratégie politique, le nouveau souverain se rendit au lieu saint de l'islam. Durant son périple, il se fit accompagner d'une armée de 800 cavaliers et emporta avec lui une somme de près de 300 000 dinars pour ses dépenses. Au cours de ce voyage religieux, il rencontra de grands dignitaires du monde musulman. Il acheta une concession à la Mecque pour les pèlerins du Soudan occidental et obtint du Sharif de la Mecque le titre de calife de l'Ouest. Le règne du calife était marqué par un encouragement à l'islamisation de la région et par une floraison de la vie intellectuelle. En effet, c'est sous sa régence que Tombouctou atteignit sa plus grande renommée intellectuelle. 10 ans avant sa mort, en 1528, le vieil Askia fut écarté du pouvoir par ses fils et remplacé par leur aîné, Moussa. Askia Mohamed est mort à l'âge avancé de 95 ans. Il a laissé l'image d'un grand bâtisseur et d'un homme profondément religieux. Il fut encensé par les chroniques arabes qui se souviennent de lui comme étant celui qui appliqua la justice avec fermeté et surtout connu comme étant celui qui permit à l'islam de se répandre rapidement au Soudan occidental. Les successeurs d'Askia Mohamed. Après la mort d'Askia Mohamed, l'empire Songhai a connu des moments d'instabilité politique dus aux querelles de succession. Son fils aîné et successeur désigné, Askia Daoud, exerça le pouvoir pendant plus de 30 ans au cours desquels il réorganisa l'armée Songhai et remporta des victoires contre les Touaregs du Sahara et de nombreux peuples non musulmans voisins au sud. Le nouvel empereur réussit également à repousser les envahisseurs de toutes les directions qui ont tenté de capturer les ressources convoitées du delta intérieur du Niger. L'homme fort du Songhai triompha lors de la plupart de ses campagnes militaires, bien qu'une lutte avec le sultan marocain Mohamed el-Cheikh ait provoqué la perte temporaire des mines de sel de Taraza en 1557. Askia Daoud était aussi un fervent musulman qui a soutenu l'apprentissage du Coran et de la religion musulmane. Il aurait même établi des bibliothèques publiques dans son empire. Cependant, les problèmes allaient commencer pour lui quand des révoltes se sont déclenchées à l'intérieur de l'empire et des conflits à l'extérieur, notamment à la suite d'une tentative d'invasion du Songhai par des troupes marocaines pour reprendre le contrôle des mines de sel et des routes de commerce. Il eut entre autres pour successeur Askia Mohamed Bani, sans oublier Askia Isaac II qui fut le dernier empereur du Songhai. Rayonnement intellectuel. L'islam a joué un rôle important dans le développement intellectuel en Afrique occidentale médiévale. Il a favorisé la création d'une élite lettrée, notamment dans les zones urbaines où il s'est implanté en premier dès le XIe siècle. À cela s'ajoutent les rois, les élites et les dirigeants qui faisaient partie des premiers convertis de la religion musulmane, soit pour des raisons d'alliance, soit pour des raisons d'ouverture ou d'utilisation de la religion pour asseoir le pouvoir et leur autorité. Force est de constater que l'empire Songhai connut un grand épanouissement intellectuel au XVe et au XVIe siècle.
La prospérité générale attira dans les villes nigérianes des savants venus de toutes les régions de la savane et du Sahel ouest africain. La plus célèbre université fut sans contexte celle de Tombouctou. L'université, foyer d'acquisition et de diffusion de la connaissance, n'était pas encore organisée comme en Afrique du Nord. Elle comprenait un grand nombre d'écoles libres et surtout la fameuse mosquée de Sankoré, qui dispensait un enseignement supérieur. Tombouctou avait au XVIe siècle quelques 180 écoles coraniques. Il semble donc important de situer le rayonnement intellectuel à travers l'acquisition de la culture islamique dans le cadre d'une culture d'élite, qui ne toucha que peu de population du Songhai. Autre point important, cette culture et ce rayonnement intellectuel avaient négligé la tradition orale africaine parce que la religion musulmane qui servait de référence donnait la priorité à l'écriture et non à l'oralité. Le déclin de l'Empire. Tout comme le Ghana et le Mali, le déclin du Songhai s'explique par une série de facteurs à la fois internes et externes. Même si les plus graves sont d'ordre externe, certains éléments internes ne sont pas à négliger. Par exemple, sous le règne d'Askia Daoud, le Songhai devait faire face à une nouvelle invasion du Mali, réduit à l'état du royaume au XVIe siècle. Askia Daoud devait également faire face au soulèvement des Mossi au sud. À ces troubles internes s'ajoutent de réelles menaces externes comme le problème marocain. Le sultan du Maroc était en effet décidé à envahir le Songhai et prendre possession de ses richesses multiples. Ainsi, durant tout le règne d'Askia Daoud, notamment pendant la période de 1556 à 1557, le sultan marocain Mohamed el-Cheikh revendiqua à son tour le Taraza et l'occupa, tuant au passage des représentants de l'Askia sur place. Toutefois, les deux parties réussirent à trouver une entente pour éviter la guerre. Cette entente se concrétisa notamment durant le règne du nouveau sultan marocain Moulay Ahmed Mansour. Fasciné par le prestige de Tombouctou et la richesse supposée des Askia, Al-Mansour, le nouveau sultan du Maroc, se lança à la conquête de l'empire Songhai. Askia Daoud résista vainement et la guerre civile dévasta le pays qui s'enfonça dans l'anarchie. En 1587, à la mort d'Askia Daoud, les relations entre le Songhai et les Marocains se détériorèrent de nouveau. Lorsque le sultan marocain lui demanda en 1589 que lui soit abandonnée l'exploitation des mines de Tagaz, le nouveau Askia Isaac II lui répondit de manière défiante avec des insultes et des armes. À la fin des années 1590, Al-Mansour utilisa le défi d'Askia Isaac II comme prétexte pour envoyer une expédition pour l'attaquer. L'envahisseur marocain avait une armée motivée et bien préparée. Le Maroc était mieux équipé techniquement en raison des armes acquises auprès des Portugais et des Espagnols. Des armes plus modernes et efficaces que celles utilisées jusque-là par l'armée du Songhai, qui avait négligé un peu le domaine militaire au profit des secteurs économiques et religieux. En 1591, une grande partie de l'empire tomba. Les principales villes furent une à une sous la coupe et le contrôle du sultan marocain Ahmed el-Mansour. Le Songhai garda tout de même la partie sud-est de l'empire, mais perdit le pouvoir qui avait fait de lui l'un des plus hauts lieux de la puissance militaire et de la richesse matérielle et intellectuelle de l'Afrique médiévale. Lorsque les restes de l'armée du Songhai se retirèrent de la campagne, Askia Isaac II fut déposé en faveur de Muhammad Gao. Celui-ci, ayant accepté imprudemment une invitation à rendre visite à Mahmoud Pacha, fut assassiné. Un des frères de Mohamed Gao continua le combat jusqu'à 1599, mais les Marocains occupaient toujours Tombouctou et les autres centres urbains, les dirigeants Songhai n'ayant jamais pu récupérer leur empire. Le Songhai défait, l'Afrique de l'Ouest était définitivement dominée par les forces étrangères musulmanes et de plus en plus par les puissances européennes dans la partie ouest. Pour conclure, l'empire Songhai s'effondra à la suite des batailles contre les Marocains en 1591. Ensuite, l'empire éclata en une douzaine de principautés. Le Songhai, qui connut une période très prospère sur le plan économique, politique et social, paya lourdement les frais d'un manque d'anticipation face aux intentions marocaines, et surtout pour avoir raté le renouvellement et la modernisation de son armée. À la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle, les grandes villes qui avaient fait la réputation et la grandeur du Songhai étaient sous contrôle marocain. Cependant, il n'a pas fallu longtemps au peuple du Songhai pour se révolter. À la fin du XVIIe siècle, l'ancien cœur de l'empire Songhai était devenu un espace constitué par plusieurs petits États et royaumes ethniques faibles, incapables de faire face aux Européens qui saisirent cette opportunité pour accentuer la traite des Noirs.